Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité en République du Congo reste dominée par l'opération de police Mbata Bakolo et la révision ou pas de la Constitution du 20 janvier 2002. Mesdames et Messieurs, ces deux sujets ont à eux seuls éclipsé l'actualité, raison pour laquelle ce soir nous nous tournons vers un sujet aussi important que les deux précités plus haut. Ce soir, nous allons parler d'éducation, nous allons parler de l'avenir de l'enfant congolais. Et pour en parler, j'ai autour de moi des invités avec lesquels nous décrypterons la question terre d'école, son origine, sa place au Congo et en Afrique et ses enjeux. À ma gauche, j'ai Claude Sebag. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en pharmacie, diplômé en marketing, gestion de l'Institut d'administration et vous exercez la fonction de responsable marketing dans une entreprise privée du médicament. C'est exact. Et au sein de ce projet, vous êtes donc le vice-président de Terre d'école et vous avez rejoint dès le premier jour ce projet aux côtés de Madame Maria Mélin, présidente du CIRA et présidente de Terre d'école. C'est bien cela? C'est exact. Voilà. Alors, j'ai à l'extrême gauche François Durper. Bonsoir. Vous êtes docteur et agrégé d'histoire, professeur à l'université de Cergy-Pontoise en sciences de l'éducation, qui d'ailleurs est dans le classement des meilleures universités à Shanghai, auteur de nombreux ouvrages. J'en ai découvert un dans lequel vous avez participé, La France noire, c'est bien cela. Oui. Et il faut aussi ajouter que vous êtes un homme de médias, TV5, à France Télévisions, TV5 Monde, iTélé. Et je me souviens vous avoir vu, en tout cas perçu, dans l'équipe de campagne du président Barack Obama. 2008. En 2008. Merci de nous rejoindre. Merci de votre accueil. À ma droite, Bernadette Puiseux, bonsoir. Bonsoir. Alors Bernadette, vous êtes juriste, fonctionnaire au ministère de la Santé, avez travaillé pendant 25 ans à l'UNICEF France, en charge des projets internationaux, administrateur de la Fondation de l'enfance, vous êtes aussi administrateur de la Fédération internationale des écoles de parents, et vous êtes donc aussi administrateur de Terre d'école. Absolument. À l'extrême droite, Louis Bakabadjo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur d'État et sciences économiques et ancien doyen de la faculté des sciences économiques. Avec vous, en effet, nous traiterons très bien de cette question d'éducation parce que vous occupez aussi un poste assez important en ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, Terre d'école. Nous allons donc en parler pendant 52 minutes avec tous ces invités. Et pour commencer, alors, le numéro des Dépêches de Brazzaville, je pense que c'est le numéro 2002 du vendredi 2 mai 2014. 8 pages pour parler de Terre d'école. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, celle de Nelson Mandela, il faut le dire, cette icône que nous avons pleurée récemment. Les Africains y parlent en ces termes. Nelson Mandela qui n'est plus de ce monde, mais qui aura marqué le monde, qui aura marqué la vie d'une empreinte indélébile. Et lui, il dit ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. François Durper, un mot à dire là-dessus? Oui, l'idée du dossier des Dépêches de Brazzaville, c'était à la fois de parler du projet et puis de le mettre en perspective. L'éducation, ça sert à quoi? Et Nelson Mandela disait, ça sert à tout, ça sert à changer le monde. Il y a deux manières d'interpréter cette phrase. La première manière, on va prendre l'exemple d'une famille. Une personne qui rate sa vie, si elle n'a pas raté l'éducation de ses enfants, elle n'a pas complètement raté sa vie. Une société, c'est pareil. Une société qui, au présent, est en crise, aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui sont en crise, si elle investit sur son éducation, sur l'éducation de ses enfants, elle n'a pas complètement raté, parce que ça veut dire que demain, cette société, elle sera plus forte. Puis la deuxième manière d'interpréter la phrase de Nelson Mandela, elle est plus immédiate. C'est de dire que, on dit souvent, l'éducation, ça sert à préparer des enfants pour être des citoyens demain. Demain, pour l'avenir. Mais nous, ce qu'on dit à Terre d'école, c'est que les enfants sont déjà aujourd'hui des citoyens et sont déjà aujourd'hui des éducateurs. C'est une révolution de dire ça, parce que les enfants sont considérés comme des êtres à éduquer. C'est vrai, l'homme est un animal qui doit être éduqué, mais l'enfant est aussi éducateur Il est de ses éducateur parents. Comment? Eh bien, plein d'aspects. Je prends un exemple très concret. La citoyenneté. On a montré dans certains pays que les enfants qui avaient une éducation à la citoyenneté pouvaient dire le jour des élections à leurs parents, papa, maman, on n'est pas allé voter. Un cas très concret. L'éco-citoyenneté, le fait de trier ses déchets. Papa, maman ne trient pas forcément les déchets. L'enfant qui, à l'école, a appris à trier ses déchets, va dire tiens, papa, maman, on n'a pas trié les déchets. Donc, il y a comme une transmission. Transmission se fait des parents aux enfants, ça ne change pas, mais se fait aussi de l'enfant à ses parents. Et c'est en cela que cette phrase de Nelson Mandela
Elle date de 1996, elle est extrêmement moderne et elle pourrait servir sur le fronton des terres Bien d'école. sûr, et en plus, Nelson Mandela, nous allons encore en reparler tout à l'heure. Alors, Claude Sebag, vous êtes le vice-président de Terre d'école. Mais quelle est l'origine de Terre d'école? D'où part cette idée? D'où part le projet? Alors, Terre d'école est issue d'une idée du président du Congo il y a quelques années qui avait lancé le projet Une école, un champ. C'est une idée que nous avons reprise et que nous avons retravaillée avec des experts pour donner une dynamique, une orientation peut-être un peu différente, mais en tout cas pour en garder l'âme. Et on est arrivé à un projet qui aujourd'hui est bien ancré dans les pays où l'école va s'installer, mais l'origine, elle est africaine à la base, et cette origine, elle a la volonté de développer une éducation du pays, mais en même temps une éducation citoyenne vers le développement durable. Claude Sebag, quand vous parlez du président de Sassou Nguesso, vous êtes en train de nous dire que sans lui, le projet n'aurait pas vu le jour. Alors, l'inspiration est issue de l'idée du président du Congo, mais aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard dans le débat, son engagement, c'est notre président fondateur, et son engagement est sans faille à nos côtés, et beaucoup de choses ne seraient pas réalisées sans son soutien et sans son aide pour la construction de la prochaine école à Kintele. D'accord, mesdames et messieurs, je vous rappelle que ce numéro est un numéro spécial. Nous parlons du projet Terre d'école, un projet très novateur pour l'éducation et l'avenir des enfants congolais d'abord et puis africains ensuite. Nous parlons de Terre d'école en images, mesdames et messieurs. Voici quelques 3 minutes de documents pour vous mettre la puce à l'oreille et nous vous rejoindrons juste après. L'origine du projet Terre d'école est une idée du président Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, qui, dès les années 80, a initié un programme Une école, un champ. Nous avons repris cette idée-là au sein du Comité international pour la renaissance de l'Afrique. Et après un travail social d'une 20aine d'années, s'est rendu compte que nous ne pouvons plus avancer sans mener un véritable combat, d'où l'idée de créer donc le programme Terre d'école. Terre d'école est un programme qui allie une éducation classique, c'est-à-dire l'enseignement développé par l'éducation nationale du pays où l'école va s'installer, et parallèlement un enseignement qui va permettre aux enfants de retrouver toute la connaissance ancestrale, toute la tradition autour de la culture des plantes et qui a été perdue au fil des siècles. C'est un enseignement novateur et d'excellence pour permettre de former donc une nouvelle génération d'enfants africains respectueux de leur terre et de leur culture. Ce projet a été présenté à Rio + 20 en 2012, en juin 2012. Tous les chefs d'État sont venus sur le stand Terre d'école. L'ambition du projet Terre d'école, c'est d'assurer un enseignement novateur et d'excellence. Et cet enseignement spécifique sera coaché par des chercheurs qui resteront sur place et qui accompagneront les enseignants et les élèves dans la découverte de ces traditions pour la culture des plantes. Le premier démarrage du programme Terre d'école aura lieu au Congo-Brazzaville, à Kintele, c'est à une quinzaine de kilomètres de Brazzaville. L'État nous a donc octroyé un terrain de 15 hectares pour permettre à l'enfant d'aller vers la nature.
L'établissement est composé à la fois de bâtiments, bien entendu pour les salles de cours, la cantine et tout ce qui est nécessaire au quotidien pour les élèves, mais aussi un terrain qui sera cultivé par les élèves et qui servira de laboratoire dans leur projet de culture. C'est un projet pour l'Afrique. C'est un projet assez particulier parce que je crois que c'est pour la première fois qu'on aura un projet comme ça où les enfants dès le bas âge ont déjà dans leur éducation, dans leur formation, l'apprentissage, pas seulement théorique, mais également sur le terrain, des notions liées, donc je disais tout à l'heure, à la conservation de l'environnement, au concept de développement durable. Et c'est très bien, c'est un projet qu'on ne verra pas dans d'autres cieux et c'est un projet, je veux dire, particulier. Et l'Afrique a la chance d'avoir amené ce projet-là. Merci de nous rejoindre sur Télé Congo, mesdames et messieurs. Bonsoir une fois de plus pour vous qui venez nous rejoindre. Nous parlons du projet Terre d'école avec 4 invités en plateau. Et alors, les dépêches de Brazzaville, une fois de plus, nous allons reparler. 8 pages pour parler de Terre d'école, les racines de notre savoir pour un avenir durable. Et sur la question éducation, nous parlons de 8 enjeux pour l'Afrique. Alors, François Diopère, les 8 enjeux, peut-on parler? Oui, on avait décidé d'ouvrir sur cette tribune, prendre un petit peu de hauteur sur quels sont les enjeux pour l'Afrique en matière éducative. Je ne vais pas faire les 8 enjeux, on n'a pas 8 heures. C'est toute une journée. Non, on va simplement une chose très, très concrète. Et là, c'est pour l'Afrique, mais c'est évidemment pour le reste du monde. Il faut bien comprendre qu'on est au début du XXIe siècle et qu'il y a une révolution qui est éducative, mais qui est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. C'est la révolution du savoir. Vous savez, le rêve d'avoir une bibliothèque universelle. Cette bibliothèque universelle, aujourd'hui, elle existe. Ça veut dire que l'enfant, bientôt, alors peut-être pas aujourd'hui dans tous les pays, mais très rapidement, va avoir cet outil. Oui, parce que déjà, il faut rappeler que vous êtes également dans les nouvelles technologies. Oui, et cette nouvelle technologie qui permet à l'enfant d'avoir accès à tous les savoirs, au savoir universel, elle révolutionne le rapport entre les enseignants et les enfants. C'est-à-dire qu'avant, le professeur, il arrivait, il avait un savoir, il avait même un manuel du prof où il avait les réponses. L'enfant n'avait que les questions. Aujourd'hui, l'enfant, il a accès à ce savoir-là. Ça va tout changer. Mais pour ne pas vous interrompre, François Diopère, avoir accès au savoir grâce aux nouvelles technologies, tout ça va de pair également avec certains moyens financiers. Ce ne sont pas tous les enfants qui ont la possibilité de s'acheter un smartphone, une tablette pour se connecter à Internet. Ça veut dire que pour l'instant, ce sont des projections. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, Facebook, par exemple, achète des entreprises de drones pour, à terme, que l'ensemble des endroits les plus reculés, évidemment, Facebook pense à l'Afrique, eh bien, doit être connecté. Les gens dépensent zéro, quoi. Et ça veut dire qu'à terme, l'ensemble de l'humanité sera connecté. Vous vous souvenez peut-être du film en 1980 qui s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'était une bouteille de coca qui tombait sur une tribu isolée. Aujourd'hui, c'est pas la tribune de, c'est pas du Coca-Cola, c'est le savoir universel. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il faut former les enfants à ce savoir circulant, parce que ça ne veut pas dire qu'on a le savoir et donc on peut mieux comprendre. Parfois, tout savoir, c'est moins comprendre. Donc l'enseignant est encore utile. Et donc c'est pour ça que dans l'initiative Terre d'école, il y a la terre, on va reprendre ce thème, cultiver la terre, c'est très essentiel, mais il y a également, on fait un petit peu ce slogan, la terre et la sphère. C'est-à-dire l'éducation au numérique. Il ne faut pas penser que Nord et Sud, ce sont deux mondes différents. C'est vrai que dans les pays du Nord, l'équipement est très avancé, mais ce n'est pas parce qu'on équipe des collèges, des lycées, des écoles primaires qu'on les utilise. Donc la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud n'est pas si importante que ça. Et en tout cas, à terme, elle va être gommée. Tous les enfants arriveront à l'école avec déjà un savoir constitué. Et donc, c'est une remise en cause fondamentale du rapport pédagogique entre les enseignants et les enfants. Alors, Luc Bakabadio, nous parlons éducation, nous avons parlé des enjeux pour l'Afrique, mais la place de cette éducation dans l'émergence du Congo, dans l'émergence de l'Afrique. Aujourd'hui, en République du Congo, moi je l'ai toujours dit, l'émergence, ce ne sont pas seulement les bâtiments, l'émergence, ce n'est pas que le béton, l'émergence, c'est aussi le logiciel mental. Quelle place accordons-nous, nous Congolais, à l'éducation
pour atteindre cette émergence d'ici à l'horizon 2025? Je vais d'abord rebondir sur ce que vient de dire le père. D'accord. Le président de la République a lancé un projet dont on parle peu, c'est l'environnement numérique de l'école congolaise. L'ambition du président, c'est que les enfants aient un cartable numérique et que ce cartable numérique soit connecté de telle façon que l'enfant qui a tous ses manuels dans son cartable numérique, à terme, peut se connecter, donc démultiplier son savoir, le savoir numérique. Mais je rappelle que le président Obama, par exemple, a dit quoi? A dit ce savoir circulant, le téléphone, il ne faut pas seulement l'avoir, il ne faut pas seulement l'utiliser, il faut savoir le programmer. Donc, l'enseignement aujourd'hui, le savoir, c'est aller vers le savoir virtuel, vers le numérique. C'est un projet du président de la République sur lequel nous sommes en train de travailler. Cartable numérique, formation des formateurs en la matière, ouverture des instituts et des écoles d'ingénieurs en informatique pour insérer le Congo dans l'émergence. Parce que c'est quoi l'émergence? Les faits économiques et sociaux montrent que tous les pays dits émergents ont maîtrisé un double savoir. La capacité mécanicienne physique et la capacité mécanicienne virtuelle. Donc, aller à l'émergence, c'est former l'homme par l'homme. Mais c'est former l'homme à travers l'homme. C'est ce que le père disait. Lorsqu'on dit que l'éducation a deux sens, l'école, les enseignants éduquent les enfants, mais les enfants aussi éduquent, en tant que citoyens, éduquent les parents. Donc, l'émergence, effectivement, ce ne sont pas que les bâtiments, le béton, c'est l'homme. C'est la capacité de maîtriser la nature, la capacité à maîtriser le savoir, à mettre ce savoir à la disposition de l'homme. C'est ce que nous entendons sur le plan purement, j'allais dire, philosophique. Il ne faut pas s'arrêter aux aspects purement matériels, mais la vision que le président a de l'émergence, c'est d'abord aller vers l'homme. D'accord. Alors, François Diopère, j'aimerais juste revenir un instant sur la question. Alors, vous êtes un bourlingueur universitaire. Vous allez me permettre le terme. Vous voyagez beaucoup, vous rencontrez des étudiants. Alors, parlons de l'éducation au niveau coopération interuniversitaire, inter-État. Aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement exaltant, c'est-à-dire que maintenant, on a une communauté universelle de connaissances par les moyens numériques. Par exemple, à mon université de Cergy-Pontoise, j'ai un grand nombre de mes étudiants en éducation à distance qui sont d'origine congolaise, égyptienne. Je ne leur demande pas nécessairement d'ailleurs où ils sont quand je fais mon cours. Cela dit, il y a quelque chose qui peut être dangereux. Et en tout cas, il faut vraiment prendre soin de ces évolutions parce que ça veut dire que les inégalités entre les pays, elles peuvent se creuser entre des pays qui vont vendre les cours, qui vont avoir la capacité de créer, vous savez, ce qu'on appelle les fameux MOOC fondés aux États-Unis, et les pays qui vont simplement réceptionner les savoirs. C'est-à-dire qu'on aura là deux catégories de pays, sauf que si le savoir il est extérieur, dans un continent comme l'Afrique, il faut bien penser que la question éducative, elle est centrale. Qu'est-ce que c'était que la colonisation? La colonisation, c'était déjà priver l'Afrique de son éducation. C'est pour ça que le projet Terre d'école, il est enraciné dans l'éducation africaine. Pourquoi aller copier des modèles qui sont des modèles extérieurs? Vous rappeliez tout à l'heure que les pays en émergence, ce sont des pays qui investissent dans leur éducation. Il est bon d'aller chercher ce qui se fait bien ailleurs, mais il est bon aussi de s'enraciner dans ce que l'on fait de mieux. L'éducation orale, l'éducation collective, l'éducation pratique. Tout ça a été arraché au moment de la colonisation. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme qui est un néologisme anglo-saxon, non pas de décolonisation éducative, mais de décolonialisation éducative. Et donc, il faut savoir se défendre contre ces groupes. Je vous dis très concrètement, moi, quand je fais un cours de sociologie à mes étudiants qui sont d'origine ivoirienne ou congolaise, quel est le sociologue dont je vais parler en premier? Un sociologue français, Émile Durkheim, même si j'essaie de faire l'effort de décentrer mon regard. Et c'est pour ça que, comme le disait Patrice Lumumba, l'histoire, elle doit être écrite à l'endroit où on l'a fait. C'est-à-dire pas de Bruxelles. Et dans votre histoire écrite ou par de Paris. Parce qu'après, du coup, elle est d'une colorée. Elle est
Et oui, c'est une question d'égalité. Donc l'égalité, elle est entre les nations, elle est aussi à l'intérieur des systèmes éducatifs, et c'est très important à Terre d'École, puisque c'est la règle des un tiers sur les élèves. Il y aura un tiers d'enfants défavorisés, un tiers d'enfants orphelins et un tiers d'enfants favorisés, la mixité sociale. Eh bien, c'est aussi ce combat d'égalité. Vous savez, dans toutes les sociétés où on a séparé les individus, eh bien, l'éducation a été séparée. Prenez le cas de l'Afrique du Sud, vous avez cité Nelson Mandela. On séparait les gens à l'éducation puisqu'on les séparait dans la société. Prenez l'exemple des États-Unis des années 50 et 60. Qu'est-ce qu'il a fallu déségréguer en premier ? 1954, c'est la Cour suprême qui déségrègue les écoles. À partir du moment où on éduque ensemble les enfants, la société, elle devient plus égalitaire. C'est un défi pour le monde et c'est un défi pour l'Afrique et le Congo. Merci François Diorpère. Alors, reparlons du projet Terre d'École. Claude Sebag, pour ceux qui nous rejoignent, je dois rappeler que vous êtes le vice-président de Terre d'École. Alors, Terre d'École, on nous parle de tous ces projets. C'est vrai que c'est très alléchant, c'est beaucoup d'avenir, beaucoup d'innovation. Mais quelle est la particularité de ce projet ? Quelle est son originalité ? Eh bien, écoutez, en écoutant les personnes ici présentes, je m'aperçois de toute la richesse du projet Terre d'École. L'humain, j'ai entendu parler de logiciels, j'ai entendu parler d'accès universel numérique. C'est bien, mais je dirais l'humain dans tout ça. L'humain dans tout ça, c'est une intelligence, c'est une tradition, c'est une culture, et c'est ce que veut et c'est ce sur quoi Terre d'École s'appuie. L'éducation d'un pays, et j'ai entendu aussi la phrase de Mandela, pour moi il y a un lien, et c'est ce que nous revendiquons avec Terre d'École, un lien fusionnel entre une nation et son éducation. On ne peut pas imaginer une jeunesse en marge de la réalité et de ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Et donc, il y a ce lien fusionnel à deux niveaux aujourd'hui. D'abord, on doit tirer parti de ces erreurs, et je crois que c'est ce qu'inspire cette phrase. Ensuite, on doit, à partir de ces erreurs, reconstruire une éducation qui est solide sur des valeurs civiques, et des valeurs morales. Et après, c'est aux enfants et aux futurs adultes de construire leur propre jugement et de construire ce qui fait la richesse de l'évolution humaine. Terre d'École, sa particularité, c'est de reconstruire ou de réalimenter dans l'éducation toute la partie tradition, toute la partie culturelle qu'on a oubliée pendant des années parce qu'il y a eu souvent des modèles transposés de l'Europe à l'Afrique. Nous, on a la volonté d'avoir un projet qui est centré sur l'Afrique, qui est pour les Africains, et je dois dire que... Quand vous dites centré sur l'Afrique pour les Africains, c'est quoi ? C'est la langue utilisée ? C'est le modèle de construction ? Je veux comprendre un peu plus tout ça. Eh bien, ça me semble très simple, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qui... Est-ce qu'on ne leur parlera pas d'auteurs français ou d'auteurs américains ? Je ne sais pas. Bien entendu. Mais je crois que le modèle Terre d'École ne fera pas abstraction de la culture et de la tradition. Bien au contraire, ça sera la base de la transmission que l'on veut. Donc, c'est, comme l'a indiqué la vidéo, c'est à la fois une éducation classique. Ce n'est pas une éducation Terre d'École, c'est l'éducation du pays d'accueil, donc le programme d'éducation nationale du pays, associé avec une éducation qui va permettre, à travers la culture et les champs qui seront autour de l'école, de retrouver les traditions ancestrales et les connaissances des grands-parents autour de la culture des plantes, bien entendu, mais surtout dans le cadre de la protection de l'environnement, parce qu'il s'agit bien de cela. Les erreurs qui ont été commises en Occident, eh bien, l'Afrique, à un moment où elle va connaître un développement économique sans précédent, eh bien, ne doit pas refaire les mêmes erreurs. Est-ce que ce n'est pas être trop ambitieux de vouloir corriger ces erreurs-là ? Écoutez, je trouve que l'ambition, parfois, a du bon. Ne pas en avoir, c'est se dire que finalement il y a une certaine fatalité. Et franchement, je ne crois pas à la fatalité. Je crois clairement qu'on peut reconstruire,
on peut rebâtir avec du sens, avec de la logique et avec le respect de ceux à qui on cherche à transmettre, c'est-à-dire les enfants et les enfants dans leur cadre familial. D'accord, alors les enfants sont au centre de la question, tout un éventail de visions, mais quelle est la place du parent dans ce projet? Le parent est-il simple spectateur au lieu d'être acteur? Peut-être que Bernadette peut nous donner la réponse. La nécessité d'union entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on transmet dans la famille est absolument essentielle pour l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. On en est tous d'accord, bien sûr, mais cela se réalise très difficilement pour différentes causes, l'indifférence des parents, les horaires très surchargés des professeurs. Enfin, il y a différentes causes qui rendent ça difficile. En fait, le dilemme, c'est comment transmettre l'éducation avec l'appui et le support des parents. Et moi, j'ai trouvé dans le projet Terre d'école plusieurs éléments de réponse qui me paraissent très intéressants. D'abord, avec la pédagogie qui pousse l'enfant à rechercher ses racines, ses traditions, la connaissance ancestrale de la culture chez lui et la culture des plantes chez lui, eh bien, le lien entre parents et enfants va être très renforcé. Comment? Prenons l'exemple. Un enfant va aller voir ses parents et ses grands-parents, s'interroger sur la culture qu'il voit tous les jours et demander les raisons des pratiques, les raisons du choix de ces cultures. Puis, il va aller à l'école et ramener ce que lui ont appris ses parents et ses grands-parents. Et cela sera utile à l'ensemble des enfants. De son côté, l'enfant qui va acquérir pas mal de modernité dans la culture, etc., va revenir dans sa famille et apprendre à sa famille ce qui est nécessaire dans les pratiques de modernité. Bernadette Museau, ne perdez pas le fil de votre idée, mais j'aimerais savoir, cet enfant qui part du cocon familial, qui apprend des choses, qui apprend certaines choses de sa tradition, qui va à l'école et qui en parle à ses amis, mais comment êtes-vous sûr qu'il fera? Et puis, qui suscite l'engouement? L'enseignant? Le formateur? L'enseignant va être formé à ça. D'accord. Il va être formé à accueillir les données qui vont y titiller être. cet esprit. Absolument. Ça va être un travail qui n'est pas fait jusque-là. Jusque-là, je connais, par l'UNICEF, j'ai vu beaucoup de pays africains, on met un potager à côté de l'école. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que Terre d'école veut faire, car l'enfant est vraiment inséré dans la culture et il va y avoir un aller-retour entre les parents et les professeurs et l'enfant. Troisième donnée très intéressante de Terre d'école, c'est que les classes vont être ouvertes le soir aux parents. Les parents vont pouvoir venir parfaire leur éducation s'ils le désirent, apprendre à lire, écrire, compter avec des professeurs. Ce que nous avons traditionnellement ici appelé cours du soir. Absolument, mais également, oui, enfin c'est tout de même assez difficile que les classes s'ouvrent. En tout cas en France c'est difficile, je peux vous dire. Et également, il pourra également parfaire en culture moderne, se parfaire, et donc tout cela est tout à fait intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet Terre École, c'est cette interactivité parents, enfants, professeurs, qui est très forte et que je n'ai pas rencontrée très souvent dans les multi-projets que j'ai vus. Donc, je pense que là, ça nous ouvre un champ de réflexion et d'études que je vais porter moi-même. Alors, ça, c'était pas prévu, mais la question, elle m'arrive comme ça. Monsieur Louis Bacabadjo, vous êtes passé par l'école, peut-être au village, à Brazzaville ou au village? Au village. Alors, cet esprit a sûrement existé à l'époque où cet enfant apprenait au sein de la famille et partageait l'expérience, faisait partager l'expérience à ses amis. Dans les villages, oui, on a eu une certaine expérience. Mais vous savez qu'il y a dans Brazzaville des gens, des jeunes qui n'ont pas vu un litchi, le fruit litchi sur l'arbre, qui ne reconnaissent même pas l'arbre lui-même. Donc il faut recréer cette espèce d'osmose entre le savoir traditionnel et l'école, parce que l'enjeu, c'est le développement durable. François le disait tout à l'heure, l'enfant qui ne sait pas jeter un bout de papier dans une poubelle. Regardez les rues de Brazzaville. Oui, parce qu'en effet, ça part de ce bas âge. Là, aujourd'hui, il y a des adultes ce sont les adultes qui ont créé les dépotoirs dans la ville. En réalité, ce ne sont pas les enfants, parce qu'ils n'ont pas appris. Voilà. Et l'enjeu pour nous, l'enjeu pour le président de la République, c'est le développement durable. On ne peut pas mettre autant d'argent à faire les voiries, à refaire les routes, et à les voir se détruire tout simplement parce qu'il y a un comportement civique. Et des canalisations bouchées. Donc c'est pour dire que Terre d'école est sur la bonne voie. Mais le projet est porté par le président de la République parce qu'il est convaincu que c'est une nouvelle forme de pédagogie qui permettrait d'insérer des valeurs
civique aussi, tant à l'enfant qu'aux parents, qui sont les citoyens de demain. Voilà. Donc, c'est un projet porteur, effectivement. Alors, Claude Sebag, le projet est porteur. Vous êtes, il faut tout le temps le rappeler pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, vous êtes le vice-président du projet Terre d'école. Alors, où en êtes-vous concrètement avec ce projet? Ce n'est pas un secret, nous le savons, il y a des lourdeurs administratives pour un projet aussi colossal que celui-ci. Où en êtes-vous? Eh bien, écoutez, c'est un projet qui se concrétise, c'est un projet qui avance, et c'est vrai, il y a des lourdeurs administratives, mais je crois que nous avons la chance d'avoir, et à titre personnel, j'ai été très impressionné, très étonné de l'implication de M. Denis Sassou Nguesso à nos côtés, qui s'est engagé depuis bien longtemps déjà, et à titre personnel, il y a eu des livres, il y a des livres autour du conte, et il faut quand même réaliser qu'on garde tous les images des contes que nous racontaient nos parents, et donc il est notre président fondateur, et il nous aide, il s'implique particulièrement. Claude, quand vous parlez du livre de contes, donc vous faites allusion à Gondwana et l'arbre des ancêtres. D'accord. Enfin, la série des 5 livres Gondwana. Les 5, oui. Et je voudrais dire quelque chose à propos de Gondwana et raconter que ma petite fille qui a 3 ans se précipite chez moi et demande à lire Gondwana. C'est tout à fait intéressant, et je suis sûre qu'elle va appeler ses poupées Gondwana. Pour nous, la concrétisation du travail que nous avons démarré il y a bien longtemps, on s'est investi dans cette mission avec l'idée de construire un projet reconnu, sérieux, validé, et nous avons eu des participations, par exemple, je pense au sommet de la Terre à Rio+20, où tout le monde a reconnu l'intérêt et nous a sollicité pour venir dans leur pays construire aussi des établissements Terre d'école. Donc c'est évident, c'est une excellente nouvelle, ça montre que les choses sont en marche, et je crois que comme quand on sème une graine, on attend des plantes et on attend aussi des récoltes, eh bien je crois qu'à un moment il faut la semer, cette graine. Et nous commençons. Alors François Djurper, pendant un moment je me suis dit, celui-là je l'attends au tournant. Alors François, homme des médias, on vous voit un peu partout. Moi je me dis, Terre d'école et François, c'est deux entités diamétralement opposées ou pas? Quel est votre rôle au sein de ce projet? J'interviens un peu sur les questions d'éducation. En fait, c'est mon métier. Je suis prof en sciences de l'éducation, comme vous l'avez rappelé, à Cergy. Donc c'est très important d'avoir ces synergies entre les universités du monde entier, en particulier les universités françaises et les universités du Congo. Et ce projet, moi ce qui m'a intéressé, c'est que ce que j'ai retrouvé dans ce projet, c'est exactement là où on en est de la recherche en éducation. C'est-à-dire que ce qu'on a compris comme chercheurs, c'est par exemple que ce qu'on retient le mieux, c'est ce qu'on manipule. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend, c'est ce qu'on touche et c'est ce qu'on fait. Ça, c'est ce que le pédagogue américain John Dewey appelait le hands-on learning. L'apprendre avec la main, l'apprendre en action. Et en anglais, la pratique. Voilà, la pratique. Le fait d'apprendre avec la main, même littéralement en anglais. Il ne faut pas oublier, même dans le système français, on a remplacé les travaux dirigés par les travaux pratiques. Parce que justement, c'est l'appréhension. C'est important. Bien sûr, mais là, l'idée, c'est même d'aller au-delà. C'est-à-dire de se dire... Parce que c'est vrai que le système français est un système qui est ultra théorique. Où, par exemple, on va apprendre à tailler un arbre dans un cours théorique, en disant, voilà, regardez, papier, je vous montre au tableau comment on taille un arbre. Là, avec Terre d'école, l'arbre, on apprend à le tailler très concrètement, avec l'arbre en face et l'enfant qui, avec sa main, ça c'est au collège, 1h30 par semaine, de la 6e à la 3e, apprendre à cultiver des plantes les plus simples aux plus complexes. Et où est l'enjeu? Pourquoi tous les enfants doivent avoir cette éducation? Et pourquoi, à terme, c'est quelque chose qui doit s'universaliser? Parce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. L'homme, aujourd'hui, ne peut plus être le prédateur de la planète. Le développement s'est fondé sur la prédation de la planète. C'est pas possible. C'est pas une question philosophique. C'est une question simplement que la planète, elle ne peut plus tenir. Donc ça veut dire que par les enfants, par cette éducation
concrète à être partenaire de la nature, eh bien, on va fonder un monde plus harmonieux, tout simplement. Un développement durable, c'est le sens étymologique de l'expression. Alors Claude Sebag, depuis le début de ce plateau, nous avons parlé de la nature, nous avons parlé de la planète, développement durable. Quelle place accordez-vous au développement durable au sein de ce projet? Eh bien, le développement durable est au cœur du projet Terre d'école. Et l'éducation, encore une fois, elle est issue du pays d'accueil. Donc nous ne changeons rien. Nous avons simplement le devoir de former des enfants qui, s'ils souhaitent se développer à l'international, puissent le faire. Comme je le disais il y a quelques instants, l'Afrique va connaître et connaît un développement économique, et il ne s'agit pas de laisser à d'autres le soin de développer le continent, mais bien aux enfants qui peuplent ce continent. Donc c'est notre devoir. Sur le développement durable, eh bien le développement durable, il laisse aussi la place aux enfants dans le choix de soit s'investir pour une carrière internationale ou une carrière dans le pays, mais aussi de pouvoir, s'ils le souhaitent, s'inscrire dans la culture, dans l'autosuffisance alimentaire, dans le développement de plantes qui permettront l'alimentation locale. Et je dois dire que le programme est conçu sur, on va dire, trois cycles. Et pour être complet sur Terre d'école, ce n'est pas une école qui sera pour le collège, mais bien on parle d'enfants qui suivront un cursus complet du cours préparatoire à la terminale. Avec 600 élèves qui seront internes, qui resteront sur place et qui bien seront citoyens de leur école, entre guillemets, mais c'est bien ça, ce seront eux les acteurs. Et donc il y aura 3 cycles, un cycle d'initiation, et l'idée c'est de comprendre toute la valeur de la terre, toute la valeur de la plante, de son besoin, un cycle d'acquisition de compétences où on va introduire des notions un peu scientifiques, et il y aura des chercheurs qui resteront sur place et qui aideront les enseignants et qui permettront aussi aux enfants d'assimiler ces connaissances. Et ces chercheurs seront là pour donner du sens à toutes les traditions et à toutes les connaissances ancestrales. Enfin, il y a un 3e cycle de projet où là, les enfants devront identifier un projet nécessaire localement et devront le mener de A jusqu'à Z, c'est-à-dire identifier la plante, les conditions de culture et comment faire pour la développer. Ce n'est donc pas un effet de mode. C'est du sérieux. Ça ne peut pas être un effet de mode. Les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est pas la mode. C'est la réalité d'aujourd'hui, et c'est certainement la réalité pour les prochaines décennies. Donc non, la mode, non, on la laisse de côté. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté de la régie pour un extrait développement durable. Le projet Terre d'école prône le développement durable. Nous allons donc découvrir tout cela en images. Nous nous retrouvons juste après. Le développement durable et la tradition ancestrale sont au cœur du programme Terre d'école. L'établissement accueillera des élèves du cours préparatoire jusqu'à la terminale. Et donc il convient d'établir un programme dans la continuité qui permette d'associer globalement 3 étapes. Une première étape de découverte pour les petites classes. La deuxième étape est une étape d'apprentissage où là les élèves vont rentrer dans le développement de plantes avec un programme sur des parcelles. Et la 3e étape concerne le lycée, et cette étape-là, les élèves devront avoir un vrai projet qui servira aux populations locales, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer un besoin spécifique et créer les conditions sur place du développement de ces plantes qui sont nécessaires aux populations locales. C'est un projet effectivement fédérateur, parce que là on a la formation normale, mais en plus de cette formation normale, on apporte aux enfants ce qu'ils peuvent apprendre de la nature, de l'environnement, et ce qu'ils peuvent apprendre également de la conservation de cet environnement. Le développement durable et la connaissance ancestrale sont au cœur du programme Terre d'école.
dans cette perspective, je me rendrai moi-même dans les écoles de Terre d'école afin de sensibiliser, de former les instituteurs et surtout à leur faire réaliser la richesse de ce qu'ils vont entreprendre avec les enfants. Quand vous éduquez les enfants dans une notion comme celle-là, la notion de développement durable, vous êtes sûr au moins qu'ils vont l'intégrer dès le bas âge et donc ils vont grandir avec cette notion et l'appliquer certainement dans leur fonction d'avenir. En fait, de leur montrer que ce sont des joyaux, que ces connaissances traditionnelles et locales, très ponctuelles, sont des joyaux. C'est les enfants qui vont faire demain et donc c'est important qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on entend par développement durable, qu'est-ce qu'on doit faire pour un développement durable. Le programme Terre d'école est absolument vital à l'heure actuelle. Nous ne pouvons plus avancer sans mener un véritable combat qui est aujourd'hui le combat de la préservation de la planète. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Congo. Je vous rappelle que nous tenons un plateau spécial Terre d'école, un projet très novateur qui va être lancé très prochainement. Sur ce plateau donc, j'ai des invités avec lesquels nous faisons le tour de la question. Nous avons parlé développement durable, mais je me dis, n'est-ce pas trop dans le cursus des élèves? N'est-ce pas trop lourd? Nouvelles technologies, développement durable? Écoutez, je ne crois pas. Je pense que si c'est des cours conceptuels, théoriques, on n'arrive pas à grand-chose. Là, l'école va s'installer sur un terrain de 15 hectares avec une forêt et donc bien, ils auront tout l'espace nécessaire pour mesurer l'intérêt de la culture, d'en tirer le bénéfice et surtout d'avoir une pédagogie qui est par la pratique, hein, et ça me semble essentiel et Dieu sait si ça nous fait défaut en Europe et en France en particulièrement. Exactement. Gildas, à votre question, ce n'est pas une question uniquement quantitative. C'est-à-dire qu'une enquête récente montrait dans le système français, on parle beaucoup de la question des rythmes scolaires aujourd'hui en France, qu'un enfant pour apprendre à lire, il a, malgré toutes les heures de cours, 7 minutes par jour en CP. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps perdu, alors qu'il est en classe, beaucoup de temps perdu. Là, les élèves, ils sont déjà en internat. Ils sont sur un lieu, ils sont entre eux, il y a une communauté éducative. Et, comme vient de le dire Claude, c'est la manière d'apprendre. Évidemment que si vous rajoutez au programme traditionnel de la nouvelle technologie, la rencontre avec la plante, ça va faire. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. C'est que le cours va être totalement différent. C'est-à-dire que c'est une manière par exemple, l'approche par petits groupes. Bien, en travaillant par petits groupes de 4, on fait en une demi-heure ce qu'on peut faire en 2 heures de cours magistral, parce qu'on avance en coopération. Et les enfants de demain, ils seront prêts à ça. Donc ça veut dire que c'est la manière de transmettre qui change. Et évidemment, ce n'est pas la question quantitative, mais c'est la question qualitative. Quand on dit que c'est la manière d'apprendre qui change, il faut donc recycler aussi les formateurs. C'est très important, c'est la formation. C'est-à-dire, les formateurs, aujourd'hui, apprendre à former, bien sûr, ils doivent complètement décentrer leur regard. C'est ça qui est très important. Hein, se dire que dans leur tête, le paradigme d'une école qu'on a connue, avec son estrade, avec son tableau noir, tout ça, c'est terminé. Alors peut-être que ça avait du bon, mais l'école de demain, ça sera plus ça. L'école, elle doit se transformer. Parce que si elle ne se transforme pas, elle sera dépassée par ce que je disais tout à l'heure, par des moyens de transmettre complètement différents. Sauf que ce moyen de transmission, il y a aussi la question économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettons le monde dans 10 ans, 15 ans. L'ensemble des enfants de la planète, de tous les pays du monde, auront une tablette numérique ou ce petit instrument, un smartphone. Si on leur met ça dans la main, à 4 ans, 5 ans, ils savent déjà lire et écrire. Mais ils auront été sollicités par des messages qui, à 99%, sont des messages économiques, commerciaux.
qui vont faire d'eux des consommateurs. Alors des petits consommateurs, des gros consommateurs, selon les pays, mais des consommateurs. Et ce qui se passe à Terre d'École, c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, on a utilisé le mot d'humain. Aujourd'hui, la technologie, elle avance très très vite. Elle avance à un tel rythme que certains disent qu'en 2050, on sera à une phase qu'on appellera la singularité technologique. Ça veut dire que ce sera la technologie qui décidera et pas l'humain. L'humain, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir politique. Il doit déterminer où on va collectivement. C'est ça le rôle d'un État. C'est de dire, voilà collectivement le cap à se fixer pour nous, la société africaine, nous, la société congolaise, et quel citoyen je veux former pour demain. D'accord. Alors lui, Bakabadjo, peut-être en une ou deux phrases, pendant que nous diffusions l'extrait documentaire sur le développement durable, vous nous parliez de cette immersion dans l'agronomie. Oui, en matière de curricula, parce que j'ai posé le problème de est-ce que ce n'est pas lourd. Regardez ce qui se passe actuellement. Nous avons l'école nationale d'agronomie. Quels sont les élèves qui vont à cette école? Ce sont des bacheliers qui ont suivi une formation générale. La différence avec Terre d'École, c'est que les enfants qui auront déjà été habitués à la nature, à l'arbre. Il y a déjà la spécialisation. Non seulement la spécialisation, mais c'est l'imprégnation. Moi, je parle d'osmose. Donc, comme c'est une immersion. Voilà, une immersion avec la nature. Donc, lorsque cet enfant bachelier arrive à l'école nationale d'agronomie, tous les fondamentaux sur la nature, sur la terre, sur l'arbre, même sur le développement durable, sont déjà des acquis pour lui. Je crois que c'est une différence quand même avec le système. En effet. Alors, oui. Non, je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit François et ce que vous avez dit vous. On ne va pas tester un programme et attendre la fin pour voir s'il a fonctionné ou pas. Il faut des systèmes de gouvernance, il faut des systèmes de recalage, il faut des systèmes d'évaluation. Et on a dans notre programme, parce qu'il s'agit d'un vrai programme qui fait l'objet de partenariats, j'ai parlé de chercheurs qui resteront sur place, c'est leur mission. Leur mission, c'est d'accompagner les enseignants, et donc c'est presque une formation continue, et de voir avec eux comment transmettre les objectifs que l'on fixe au programme Terre d'École. Donc je crois que on est d'abord, c'est la première école, donc ça sera une école pilote, mais c'est une remise en cause permanente avec des objectifs clairs, avec une ambition certaine, mais surtout avec le sens du devoir par rapport aux enfants qui participeront et qui seront nos élèves dans l'établissement. Alors, voilà. Claude Seba, quels sont les vrais enjeux donc de Terre d'École? Écoutez, les enjeux de Terre d'École, déjà, c'est d'exister. Les enjeux de Terre d'École, c'est d'avoir des élèves qui suivront un cursus complet et qui s'armeront dans leur vie de l'éducation, on va dire, classique, qui les aura amenés au bac ou à faire des études supérieures, à les ouvrir aussi à des formations internationales, mais surtout de faire des citoyens éco-responsables qui, à chaque instant, adopteront des attitudes, y compris dans leur métier futur, adopter des attitudes qui permettront d'éviter que l'Afrique soit, entre guillemets, la poubelle du monde et que on la protège et qu'on protège aussi la planète. Voilà. Je crois qu'à un moment, il faut démarrer, et c'est par l'éducation qu'on va le démarrer. Nous apprécions beaucoup le fait que la communauté internationale des collectivités locales ait choisi de venir en Afrique pour son 4e congrès. Nous sommes heureux que le Royaume du Maroc soit à la hauteur de l'organisation de cet événement.
monde entier a les yeux tournés vers l'Afrique pour parler de l'avenir des collectivités locales. Je pense que c'est plus qu'une fierté pour nous, Africains. Imaginez la société, construire la démocratie. De faire en sorte que cette génération de demain puisse prendre en destin et prendre en main le destin du monde. Donc beaucoup de choses se passent ici. C'est un moment très important pour nous, pour présenter le projet Terre d'école, et je suis vraiment très heureuse parce que les gens adhèrent. C'est un projet d'aujourd'hui et de demain. C'est un projet qui traite donc d'une éducation, du socle éducatif normal, qui traite de la sensibilisation à l'agriculture et au respect de la terre, et qui traite donc du développement durable, qui sont aujourd'hui des sujets vraiment primordiaux. L'idée, je ne la connaissais pas du tout, elle m'a complètement émerveillé. On a et le savoir habituel et le savoir de la terre. Donc quelque part, Terre d'école va faire redécouvrir aux enfants d'Afrique les capacités de l'écosystème de l'endroit où ils vivent. J'ai adhéré tout de suite parce qu'il s'agit d'abord des enfants, il s'agit de la terre et je crois que c'est l'avenir de l'Afrique, sinon du monde. Sans éducation, il n'y a pas de développement de toute façon. C'est un projet inspiré, je crois, qu'il faut appuyer. J'attends que madame arrive à Kinshasa. Je mettrai toute une équipe à ses côtés pour que ce projet voit le jour. On ne peut pas avancer aujourd'hui sans l'éducation de base qui est l'éducation des enfants. Et c'est pour ça que nous avons choisi de travailler avec Terre d'école. J'adhère totalement à Terre d'école. J'adore. Alors, Terre d'école, un projet qui est en train de faire rêver. On vous voit un peu sur tous les fronts. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie. Au niveau international, quelle est votre place ? Alors, notre place à l'international, déjà, c'est de faire connaître le projet. Nous avons participé à Rio + 20, nous étions présents à Rabat récemment. Notre enjeu international, déjà, c'est de faire connaître le projet, mais aussi de le développer. Nous avons un certain nombre de pays qui sont candidats à la création d'établissements en terre d'école. Il y a le Maroc, il y a le Bénin aussi, et nous avons été officiellement invités par le président Boni Yayi pour venir débattre et présenter notre projet. Il y a l'Éthiopie et plein d'autres pays. Mais nous commençons d'abord au Congo. Claude Sebag, je vais vous le répéter, ce projet novateur fait rêver. Il y a des parents qui nous regardent ce soir, il y a sûrement des frères aînés qui en parleront à leurs cadets. Qui peut y aller ? Qui peut y s'inscrire et qui peut y former des enfants? Alors, tout le monde pourra y aller, mais dans la limite des places disponibles. Il n'y a pas de filtre. Il y a une obligation auquel nous on tient, c'est la mixité sociale. François en a parlé au début du débat. La mixité sociale, pour nous, elle est essentielle. On veut que des orphelins y accèdent, on veut que des enfants de familles démunies y accèdent, et bien entendu de familles plus aisées. Et nous avons un modèle économique qui va nous permettre justement d'équilibrer ces frais de scolarité entre les uns et les autres. Et nous sommes engagés, et nous avons déjà un certain nombre de sponsors qui prendront en charge des élèves. En ce qui concerne les enseignants, eh bien, nous allons prochainement
lancé un programme de sensibilisation pour des appels à candidature. Mais je tiens à insister sur une chose, ce ne seront pas des enseignants étrangers, ce seront des enseignants congolais issus de l'éducation nationale du pays. Je voudrais revenir sur la question qui vient d'être posée à l'international. Bon, oui, mais il faut bien préciser d'abord qu'il s'agit d'un projet qui est parti de l'idée du président de la République, une école, un champ. Comme un arbre, il part d'ici et puis après il y a des branches. Bien. Il va y avoir des certifications parce que la base, c'est le Congo. D'accord. Nous aurons posé des standards et chaque pays qui voudrait avoir sa terre d'école devra normalement respecter ces standards-là. Je crois qu'il est important de le souligner. C'est un projet qui est parti du Congo, d'une idée du président de la République que un certain nombre de personnalités ont approfondi, mais en ce qui me concerne, dans la charge que j'ai actuellement, il y a une espèce de certification, des standards que chaque pays devrait respecter pour que Terre d'école reste ce projet-là tel qu'il a été conçu. Vous savez, l'universel, il est né au XVIIIe siècle des Lumières. Mais cet universel, il a servi à justifier la domination de certains sur d'autres. L'universel a servi à justifier la colonisation au nom de la civilisation. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire, voilà, il y a un projet qui est né, qui part de sa racine au Congo. Ça ne part pas de France, on n'a rien contre la France, ni contre ces pays-là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un universel glissant, dit Édouard Glissant, le grand poète martiniquais. Il dit on passe de l'universel au diversel, à la diversalité. C'est-à-dire que non pas un universel hégémonique et unilatéral, non pas un humanisme européen à diffuser à l'ensemble du monde, mais là, un projet africain qui va être repris au-delà des frontières du Congo, en Afrique. Et là, ce dont on est en train de parler, ça n'existe pas dans le Nord. Je ne connais pas l'équivalent de ces dispositifs aux États-Unis. Je connais, il y a ce qu'on appelle les jardins communautaires aux États-Unis, mais ce n'est pas ça. Je n'en connais pas non plus en Europe. Donc, de dire dans 20 ans, dans 25 ans, ce projet né au Congo, en 2015, pour ses premières écoles, eh bien, va semer, et on en trouve des exemples maintenant dans tous les pays du monde. C'est un bel exemple de ce que va être le 21e siècle, c'est-à-dire un siècle, je l'espère en tout cas, sans rapport de domination entre les nations. Merci. Le mot racine, il faut le prendre dans les deux sens. Merci, il y a la racine François végétale et il y a la racine culturelle, la racine du savoir. C'est le slogan de Terre d'école. Merci François Durper. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce... Je le qualifierais de débat, de causerie, mais en tour de table, peut-être un mot de fin, Luc Bakabadjo, en une phrase, une dernière inspiration par rapport à ce projet. En ce qui concerne le président de la République, tout est prêt, le projet devrait démarrer. Voilà, c'est sa volonté, il a donné des instructions nécessaires à cet effet, nous allons nous y mettre pour que ça démarre effectivement. Bernadette Puiseux. Moi, je voudrais remercier le Congo pour cet accueil si chaleureux que nous recevons aujourd'hui. C'est la première fois que je viens au Congo et je serai très heureuse à mon retour en France d'être ambassadrice de bonne volonté de votre pays. D'autre part, je voudrais remercier notre présidente de Terre d'école, Madame Mélin, qui m'a fait l'amabilité de me faire venir. J'ai dit d'elle qu'elle est constamment debout, constamment en train de faire quelque chose. Tout à fait. Mais je voudrais la féliciter pour le travail intense qu'elle mène au Congo, mais également en France, auprès d'enfants en grande difficulté, malades, et qu'elle accompagne dans leur maladie et même en fin de vie. Maria est une femme qui est efficace, qui a un grand sourire, et son sourire est symbole de vie. Une bonne chose pour les enfants du Congo. François Durper. Je joins déjà à Bernadette pour vraiment les remerciements. Alors, j'avais fait ma thèse sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, et le Congo-Brazzaville était le pays où je n'étais pas allé. Je me rends compte à quel point j'ai mal fait. Donc, je remercie collectivement. J'ai eu l'occasion de remercier individuellement, mais là, par votre intermédiaire, l'ensemble de vos compatriotes pour leur accueil extrêmement généreux et voilà, la chaleur qu'ils ont mis dans l'accueil. Et c'est vrai d'un mot que la question d'éducation, c'est une question fondamentale.
tous les pays, c'est pas un hasard, le pays qui est la première puissance du monde, c'est celle qui investit le plus dans son éducation. 3/4 des prix Nobel depuis 1945 sont américains. 1983, ils ont fait un rapport, A Nation at Risk, une nation en danger, parce que leur système éducatif au niveau primaire était en train de s'effondrer. L'Asie investit aujourd'hui dans l'éducation. L'Afrique, en investissant dans son éducation, a des chances d'être le continent du 21e siècle. Mais ce n'est pas uniquement une question de classement dans l'ordre des nations du monde. Ce n'est pas uniquement d'être un continent riche, c'est être un continent avec des sociétés heureuses. Et c'est pour ça que construire, et c'est l'idée du projet Terre d'école, une éducation qui n'est pas une éducation à 2 vitesses, qui est une éducation égalitaire pour former des citoyens et des sociétés plus harmonieuses. Merci. Je ne sais pas si j'ai 2 secondes encore. Mais je m'excuse. Une seule seconde. Non, ce que je voudrais dire à travers cette émission et surtout ce projet, c'est que la société reconnaisse à l'enseignant, au formateur, sa place. Je crois qu'il est important que l'enseignant lui-même comprenne que c'est un sacerdoce, c'est un apostolat. Et former, c'est quelque chose de formidable. Il faut que la société reconnaisse. Il faut le faire avec passion. Il faut le faire avec passion, c'est être reconnu comme enseignant, un initiant, c'est quelque chose de merveilleux. Je dirais que c'est un privilège. Alors, Claude Sebag, c'est la fin. Un mot de fin ? Bien entendu, des remerciements. Les remerciements à tous ceux qui se mobilisent avec nous en France et au Congo pour que l'établissement Terre d'école prenne vie. Tout le monde, enfin, on a parlé de Maria Mélin. Je dirais que Maria Mélin, c'est une lumière dans l'ombre. Elle porte ce projet. C'est un bulldozer. Je crois que sans elle, il n'y a pas grand-chose qui résisterait et qui existerait aussi en ce qui concerne Terre d'école. Mes remerciements vont aussi au Congo qui nous a fait l'honneur d'accueillir le premier établissement et bien entendu je pense aussi à notre président fondateur qui par son investissement donne à ce projet une vie et une vie qui, j'espère, donnera beaucoup plus de visibilité aux Congolais de l'intérêt d'une éducation responsable et d'une éducation durable. Je reprendrai le slogan que vous avez évoqué, les racines de notre savoir. Eh bien, c'est vraiment l'âme du projet et je suis né en Tunisie, donc je suis africain et je le revendique avec ce projet et avec mes différents voyages au Congo. Merci beaucoup, bon vent à Terre d'école. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette tribune, cette émission spéciale consacrée au projet Terre d'école, un projet novateur, retenez, Terre d'école. Nous en parlerons sûrement très bientôt. Merci à toutes et à tous et au revoir.